Yves Verrier, merci d'être avec nous, secrétaire général de Force ouvrière. Beaucoup de questions, évidemment, vous avez entendu sur l'assurance chômage, le patronat qui revient autour de la table parce qu'il n'y aurait pas le bonus-malus écrit noir sur blanc dans la lettre de cadrage. Vous allez à Matignon mercredi, vous irez ou pas? Force ouvrière sera représentée, mais ça ne sera pas moi directement. Mais, pourquoi? Tout simplement parce que j'ai d'autres contraintes. Vous savez, cette semaine, on est nous-mêmes dans l'action. On a décidé d'une action un peu originale, puisque demain matin, j'irai marcher avec mes camarades de la fonction publique dans l'Eure. On a décidé de faire une marche du Havre à Paris pour défendre le service public, ses implantations locales. Donc on va sur ce parcours de service public en service public. Demain, ça sera le centre hospitalier Eure-Loire et puis un collège. Ce matin, ils sont partis de la maternité de Bernay qui est menacée de fermeture. Ils doivent visiter également un centre des impôts. Donc voilà, l'objectif, il est d'afficher notre volonté de défendre le service public. Et jeudi, il y aura un rassemblement national à Paris. Et on espère bien que le Premier ministre... Une grève nationale, non? Vous avez demandé une grève nationale pour Nous avons déposé un préavis de grève. Oui. Il y aura des actions de diverses natures tout au long de cette semaine, je vous le dis, avec cette marche symbolique qui veut montrer que, à la fois, la question des salaires des fonctionnaires est une question à laquelle il doit être répondu. Pour le moment, pas d'augmentation du point d'indice, pas de prime pour les fonctionnaires, et puis par ailleurs la défense du service public. Est-ce que vous allez croiser sur votre route, est-ce que vous allez croiser la manifestation demain de la CGT qui veut marcher sur le bitume, une sorte de réponse aux Gilets jaunes? Est-ce que pour vous, vous y serez ou pas, d'une manière ou d'une autre, ou peut-être des syndicats de Force ouvrière? Il y a d'une part la fonction publique, mais il y a des problèmes plus généraux. La question des salaires, l'augmentation générale des salaires, je le redis, la question du SMIC, pour nous, la réponse n'est pas satisfaisante. Nous demandons la prime d'activité demain qui va être versée quand même, oui, avec une augmentation quand même substantielle de la prime d'activité. La prime d'activité, encore une fois, elle va aider un certain nombre de salariés au SMIC. Et d'ailleurs, c'est significatif, le fait qu'on soit obligé d'abonder les salariés au SMIC par une prime d'activité qui est financée par la caisse d'allocation familiale. Au demeurant, c'est pas les employeurs qui payent là, entre nous. C'est l'impôt, les CSG, une part de cotisation patronale, mais ça n'est pas du salaire payé par l'employeur. Donc c'est quand même un problème que le SMIC, on reconnaisse qu'il n'est pas satisfaisant pour vivre, il n'est pas suffisant pour vivre, puisqu'on donne une prime d'activité, et nous on dit qu'il faut augmenter le SMIC, et d'une manière plus générale, le salaire. Est-ce que là-dessus justement, on fait une petite incidence, mais est-ce que vous pensez que le SMIC, ça reste toujours quand même la référence salariale pour vous? On voit bien que ça bloque peut-être le recrutement de certaines personnes, de certains chômeurs. Si vous demandez à un employeur, systématiquement, le coût du salaire est bloquant. Oui. Donc, quel que soit le SMIC ou pas SMIC, c'est un problème. C'est le résultat du rapport de force dans l'entreprise. Oui. Quand on négocie dans l'entreprise, quand on négocie dans la branche, on négocie sur l'augmentation des salaires. Et en face de nous, les employeurs sont jamais très allants pour augmenter les salaires. Oui. Le SMIC, il est essentiel parce qu'il est la garantie d'un minimum et il est surtout le point de départ pour négocier les revalorisations de grille dans les conventions collectives qui permettent de répercuter une augmentation du SMIC. C'est pour ça que nous demandons une véritable augmentation du SMIC pour répercuter ensuite dans les négociations collectives sur l'ensemble de la grille, tous les salaires. Oui, c'est sûr que là, pour l'instant, vous n'êtes pas forcément entendu à ce point de vue-là. Donc, demain, mouvement de la CGT, vous avez votre propre mouvement, donc pas question de défiler aux côtés de la CGT. Il y aura des actions conduites de grève, de manifestations avec la CGT dans certains secteurs, dans certaines unions départementales. Nous avons clairement dit que nous soutenions parce qu'il y a le problème des salaires, il y a le problème des retraites qui arrivent, et puis il y a la question de l'assurance chômage. Et ça veut dire quand même qu'il y a toujours cette division syndicale qui vous affaiblit. Laurent Berger, le CFDT, a dit clairement qu'il n'ira pas, qu'il y a d'autres moyens de s'exprimer. Il y a quand même une division syndicale qui est de plus en plus forte, non? C'est vrai que lorsqu'on s'entend ensemble sur le mot d'ordre et le mode d'action, c'est beaucoup plus efficace. On entraîne beaucoup plus de salariés derrière nous. Il faut savoir quand même que dans les entreprises, dans les conventions collectives, l'entente syndicale, elle est quand même plus fréquente. Oui, au niveau national, on voit bien quand même que vous avez un peu perdu la main par rapport notamment au mouvement des Gilets jaunes qui dit, nous, on ne connaît pas les syndicats, on n'en a jamais rencontré parce que c'est souvent des artisans, des gens isolés, etc. Vous êtes passé complètement à côté de ce mouvement des Gilets jaunes? Passé à côté, je ne dirais pas, parce que ce qui est ressorti comme revendication sur les questions sociales, ce sont des revendications que portent de longue date les syndicats. Maintenant, c'est vrai que le mouvement des Gilets jaunes, il a une certaine forme d'originalité, je ne parle pas des violences, mais les ronds-points, les manifestations successives
le samedi. Cela étant, je rappelle quand même une chose. On dit, le mouvement des Gilets jaunes ringardise les syndicats, y compris peut-être qu'ils ont obtenu plus que ce qu'on a pu obtenir, nous, syndicats. On oublie simplement que les syndicats, ils sont à l'origine et toujours en responsabilité sur la sécurité sociale. L'assurance chômage, on en parlait, qui est un système de solidarité où les actifs cotisent pour que ceux qui se retrouvent au chômage puissent être indemnisés. On négocie les salaires dans les conventions collectives, on négocie les salaires dans les entreprises, on négocie... D'accord, donc vous dites, là, vous êtes en train de faire un plaidoyer pro domo en disant, on existe quand même, on sert quand même à quelque chose. Au quotidien. Au moment où on s'interroge un peu sur votre utilité. Vous savez, Force ouvrière, c'est plus de 20 000 implantations dans le pays. Oui. Donc, il y a une réalité. Je l'ai dit à plusieurs reprises, mais les élections professionnelles, dans les entreprises, dans la fonction publique, c'est des millions de suffrages vers les syndicats chaque année. Donc, il faut ramener les choses à leur réalité. Je peux vous demander combien vous avez d'adhérents? Parce qu'on a vu, selon nos confrères des Échos, qui sont procurés un document, le nombre d'adhérents à la CGT est fortement en baisse. C'est le cas à Force ouvrière, notamment après la crise que vous avez traversée et qui a conduit à votre nomination, Yves Verrier. Nous n'avons pas observé de baisse d'adhérents. Je vous le disais, les élections de la fonction publique ont lieu au mois de décembre. Oui. Donc juste après, effectivement, la crise que nous avons traversée, en plein mouvement des Gilets jaunes, nous avons conservé la première place dans la fonction publique de l'État et nous avons même conquis la deuxième place dans la fonction publique hospitalière devant la CFDT. Donc vous voyez, Force ouvrière se porte bien de ce point de vue. Et c'est vrai que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, c'est les restructurations, les suppressions d'emplois dans la fonction publique, dans un certain nombre d'entreprises qui sont restructurées. À chaque fois, ça pose la question du devenir du syndicat et des adhérents, mais pour le moment, nous avons une stabilité dans notre nombre d'adhérents, donc les choses vont fin 2018, vous étiez combien d'adhérents fin 2018? Nous avons toujours déclaré 500 000 adhérents, pas tout à fait 500 000, mais on donnera un peu plus tard les chiffres de manière plus précise. Vous savez, chez nous, c'est assez compliqué parce que on n'adhère pas directement à la Confédération, on adhère à son syndicat de base. Et ensuite, le syndicat de base doit faire remonter la cotisation quand il l'a perçue de l'adhérent à sa fédération, à son union départementale, qui à son tour fait remonter la cotisation à la Confédération. C'est un peu complexe, je le reconnais, comme système. Mais en tous les cas, vous n'êtes pas comme la CGT. Pour l'instant, vous maintenez le niveau par rapport à 2017. Nous avons une stabilité dans notre nombre d'adhérents, absolument. Bon, voilà, ça c'est un point important. Sur la question du pouvoir d'achat, on reviendra sur le bonus-malus dans un instant. La question du pouvoir d'achat, je ne sais pas si vous avez vu les 12 propositions, en l'occurrence de UFC Que Choisir, pour maintenir le pouvoir d'achat. Donc ça va de la transition énergétique, ça couvre un large champ. En disant ça ne coûte pas un copec aux finances publiques. Les propositions de FO pour le grand débat, c'est quoi? Vous en avez des concrètes? Nous ne sommes pas partie prenante du grand débat. Je le redis, le grand débat, c'est une décision du gouvernement. Elle s'adresse aux citoyens. Donc vous n'y participez pas? Le citoyen, en tant que FO, non, c'est le citoyen qui décide de la façon dont il se saisit ou non du grand débat. Sur le grand débat, il y a vraiment beaucoup de questions posées. Moi, je n'aime pas du tout la façon de poser des questions du type quel service public on supprime. Si vous voulez, moins d'impôts. Ça n'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Et a fortiori, si maintenant on nous dit qu'il y aura un référendum derrière, nous ne sommes pas très favorable à la mécanique du référendum. Nous sommes très attachés à la mécanique de la démocratie représentative parce que le référendum, vous savez, on répond jamais ou rarement à la question posée. Vous connaissez la phrase, c'est de dire la réponse est non, quelle est la question? Sauf que ça sera le même jour que les élections européennes. Donc là, il y aura peut-être une manière aussi que les Français répondent vraiment à l'élection européenne, vous voyez, à leur ambition pour l'Europe. Je ne sais pas du tout ce que ce sera. On ne sait pas s'il y aura ou non référendum. S'il y a référendum, sous quelle forme? Quelles questions seront posées? Vous êtes contre le référendum? Nous ne sommes pas favorables à la mécanique du référendum. Les mécaniques référendaires, elles n'ont pas forcément une très grande valeur démocratique. On parle des négociations. Donc le patronat, je recevais le numéro 2 du MEDEF la semaine dernière, a quitté, puis ils sont revenus autour de la table des négociations sur l'assurance chômage en disant on a eu, c'est une manière de protester contre des propos tenus par Emmanuel Macron. Et puis là, Édouard Philippe nous a dit que c'était pas dans la lettre de cadrage, le mot bonus, malus, le mot qui fait si peur au MEDEF. Vous leur dites welcome back? J'aimerais qu'on arrête un peu le théâtre, parce que la question du bonus-malus, elle n'est pas nouvelle. Donc pourquoi tout d'un coup le patronat... Parce qu'Emmanuel Macron a tenu des propos en disant il y aura le bonus-malus. C'est pas nouveau. On le sait depuis que Emmanuel Macron était en campagne présidentielle. Donc il a été élu avec ça. Cela étant, moi ce que je dis au patronat, c'est mettons-nous sérieusement à négocier. Il y a un vrai problème. Les contrats courts, c'est à la fois de la précarité et c'est des dépenses pour l'assurance chômage. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il faut réduire l'utilisation
l'utilisation des contrats courts. Ils ont été multipliés par 2,5 en 20 ans. 4/5 des contrats de moins d'un mois, c'est de la réembauche successive chez le même employeur. Ça touche majoritairement des femmes et les jeunes de moins de 25 ans. Il y a un vrai problème de précarité et c'est là qu'on peut effectivement faire en sorte qu'on fasse des économies sur l'assurance chômage. Parce qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est l'assurance chômage qui paye la flexibilité offerte aux employeurs qui abusent des contrats courts. Oui. La semaine dernière, à ce même micro, je recevais Olivier Dussopt, justement, qui est le secrétaire d'État en charge de cette réforme de la fonction publique, et donc qui confirmait, après, certains ont dit que ça n'avait pas lieu d'être, enfin, qui a confirmé le chiffre de 120 000 suppressions de postes à l'issue du quinquennat. Vous manifestez contre la réforme de la fonction publique. Est-ce que vous pensez que c'est intenable comme objectif, en tous les cas, de diminution de la fonction publique? Des 3 fonctions publiques, hein. Écoutez, premièrement, il y a quand même un vrai problème, puisqu'on parlait de grand débat et qu'on nous dit qu'on maintient les suppressions d'effectifs dans la fonction publique. Et en même temps, on nous pose soi-disant des questions sur faut-il ou non supprimer. Alors c'est évidemment, c'est dans les collectivités territoriales, beaucoup, oui. Donc si on supprime des effectifs, évidemment, on n'est pas en capacité de maintenir les services publics. Il faut avoir en tête qu'on a fermé maintes et maintes services publics. Ici une école, ici un bureau de poste. Oui, mais quand vous voyez qu'à 4000 trésoreries, le maillage fiscal en France est presque aussi grand que celui de l'éducation nationale. Est-ce qu'on veut transformer ce pays faire des choses en désert de services publics? Le mouvement des Gilets jaunes, il est le produit d'un sentiment d'abandon de bon nombre de communes, de départements, parce que les services publics ont fermé, parce que les lieux de décision et de pouvoir public se sont éloignés avec la réforme territoriale et les grandes régions, les intercommunalités. Les citoyens sont obligés de prendre leur voiture pour toutes les démarches. À ça s'ajoute le coût du transport, évidemment, le coût de l'essence. Donc la question du service public. Moi j'ai dit, si on veut rétablir de la considération, puisqu'on nous parle de débat, eh bien commençons par nous dire, s'il y a débat, suspendons les réformes qui sont contestées, qui ne sont vues que par une logique comptable, comme la suppression des effectifs dans la fonction publique. Oui, juste, puisqu'on parle du prélèvement à la source, en ce moment même, Gérald Darmanin fait le point sur le prélèvement à la source en disant que ça s'est plutôt bien passé. On a besoin de 4000, moi j'ai découvert ce chiffre en préparant cet entretien avec Olivier Dussopt, 4000 trésoreries. Est-ce qu'on a besoin de 4000 trésoreries à l'heure d'Internet et du prélèvement à la source? Pourquoi le prélèvement à la source a bien fonctionné déjà? Parce que les fonctionnaires ont fait leur boulot. Oui, tout à fait. Et une fois qu'ils ont fait leur boulot, on leur dit maintenant merci bien, on n'a plus besoin de vous. Non, c'est pas vrai. Il y aura toujours des déclarations d'impôts à faire. Et la difficulté que rencontrent bon nombre d'usagers du service public, y compris pour la déclaration d'impôts, c'est qu'il manque. On a renvoyé sur le numérique. Sauf que beaucoup de personnes ont besoin d'assistance. Donc la question du service rendu à la personne par une personne reste. On ne peut pas remplacer le lien individuel par le numérique. Oui, c'est une démonstration du Gilet jaune, vous avez raison de le rappeler. Deux questions. C'est une accélération, mais ça n'est pas un substitut. Deux questions rapides. D'abord, il y a une petite bataille d'ego toujours entre Laurent Berger et Philippe Martinez. Laurent Berger est candidat à la tête de la Confédération des syndicats européens, enfin la Confédération européenne des syndicats. Il a dit qu'il était candidat tout en restant à la tête de la CFDT. Philippe Martinez de la CGT, il dit pas question qu'il y aille tout seul. Le troisième grand syndicat, vous, Yves Verrier, vous dites quoi? Laurent Berger est un bon candidat à la tête de la CES? On a un vrai problème avec, la procédure, et surtout, entre la CFDT et Force ouvrière, sur les questions européennes, il y a franchement des divergences d'analyse, de position et de conception de ce qu'est la construction européenne. Donc ça va générer effectivement des difficultés. Maintenant, vous savez... Donc vous êtes contre la candidature de Laurent Berger? La présidence d'une confédération européenne ou internationale, elle est beaucoup plus symbolique. Ce qui est important, c'est le secrétaire général. Le secrétaire général, c'est un Italien qui vient de l'UIL, qui est un syndicat avec lequel Force ouvrière a longtemps été proche, et nous avons soutenu la candidature du secrétaire général, Luca Vincentini. Ok, mais président Laurent Berger ou pas? On va voir, moi je ne sais pas, je l'ai appris par la presse, il y a un processus de désignation qu'on ne connaît pas et on est un peu surpris, donc on a posé des questions à la CES là-dessus, bien évidemment. D'accord, mais pas de blocage en l'occurrence. Merci beaucoup, on parlera des retraites complémentaires, mais la prochaine fois en l'occurrence, parce que les négos ça repart, mais on est au tout début. Ça va être compliqué, là aussi. Ça va être chaud, j'ai l'impression. Merci beaucoup Yves Verrier d'avoir été avec nous, secrétaire général de Force ouvrière.